Village Média sur Europe 1, le journal du village. Oui, mais c'était un match avec des orages. Alors ce matin, Raphaël, vous consacrez votre journal au décès de Serge Dassault. D'abord, une question à mes invités. Est-ce que vous êtes plutôt Libé ou est-ce que vous êtes plutôt le Figaro? Deux salles, deux ambiances. On a l'impression que ce n'est pas de la même personne dont on parle. Le Figaro rend un brillant hommage et Libération à ce titre un peu acide, Dassault tiré d'affaire. Donc la vérité est entre les deux. C'est moi la vérité alors. Voilà. On a l'impression que c'est même pas la même personne. Mais oui. Voilà. En tout cas, dans Village Média, ce qui nous intéresse, c'est le patron de presse. Pour tous les autres enjeux, sa vie de capitaine d'industrie, la succession, les ennuis judiciaires. Je vous invite à réécouter l'interview d'Olivier Dassault, son fils, ce matin. C'était dans la matinale de Patrick Cohen. Serge Dassault, patron de presse. Donc, ça a commencé sur le tard, puisqu'il a 82 ans quand il rachète la Soc Presse au groupe Hersant. Le groupe Le Figaro entre donc dans sa besace et à partir de ce moment-là, le quotidien de droite va devenir sa grande passion. Vous voulez dire qu'il regardait ses journaux de près? Oui, et on peut même dire de très près à la loupe. Il lisait l'intégralité des titres du groupe de A à Z, du Figaro Magazine à TV Mag. Chaque mardi de chaque semaine, dans son bureau du rond-point des Champs-Élysées, il donnait son avis sur l'actu au patron du Figaro qu'il recevait en rendez-vous. On pourrait très facilement faire toute l'émission sur son interventionnisme dans le journal, qui a très souvent compliqué la vie de ses journalistes. Juste un exemple, en septembre 2008, le directeur de la rédaction, Étienne Moujotte, décroche une interview de Vladimir Poutine. Serge Dassault s'incruste et dîne le soir même à la table du Tsar. La société des journalistes s'étrangle de ce mélange des genres. On peut dire qu'il a utilisé le Figaro comme outil d'influence. Ça ne fait aucun doute. C'est même sans doute pour ça qu'il l'a acheté. D'abord, c'est bien pratique d'avoir un journal quand on vend des avions. Il y a 2 ans, un tout nouveau Rafale, le 8X, est commercialisé. Eh bien, je vous donne cet exemple. Le Figaro se fend d'un papier magique sur, je cite, sa silhouette compactée, son design fluide. C'est merveilleux. Il y a aussi eu ce moment gênant. En septembre 2009, le Figaro annonce un peu vite la vente de 38 Rafales au Brésil. Patatras, Dilma Rousseff choisit finalement le Suédois Saab. Le Figaro avait été trop vite. Et comment le Figaro, le journal, a-t-il traité ses ennuis judiciaires, les ennuis du patron? Ça aussi, ça va entrer dans la légende de l'histoire de la presse. Tout est une question de dosage. L'année dernière, sa condamnation, par exemple, pour blanchiment de fraude fiscale, fait les gros titres partout, mais seulement une brévounette dans le Figaro. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il a aimé son journal, qu'il l'a beaucoup aimé. Il y écrivait d'ailleurs ses vœux tous les ans, mais aussi, il écrivait un édito dans Jour de France, histoire, disait-il, je cite, de faire passer un certain nombre d'idées saines. Comprenez ses obsessions de droite, les 35 heures, la dette, etc. Alors j'en parlais hier avec un gradé de la rédaction qui me disait que s'il avait pu, il aurait écrit tous les jours dans le journal. Les 35 heures, il était contre les 35 heures. Oui, ça va sans dire. Oui, voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Une obsession de droite, donc contre, oui. On va consacrer ce Village Média, la plus grande partie de l'émission, à votre film sur les attentats du 13 novembre 2015, Jules et Gédéon Naudet. Mais d'abord, on va parler de Retour aux sources avec vous, Marie Decker, productrice. Vous rappelez? Oui, c'est 23h20 sur France 2. Ah, c'est si tard? Oui, vous rappelez le principe de l'émission? Mais non, oui, bien sûr. Allez-y. Une personnalité accepte de nous suivre à la découverte de son ascendance. En l'occurrence, ce soir, c'est Franck Dubosc qui a fait le voyage avec nous. On prend une personnalité. On pense que c'est une personnalité de premier plan, très grand public, avec laquelle le public de France 2 a certainement envie de passer 1h30. Et on part sur les traces de ses ancêtres. En l'occurrence, c'est Franck Dubosc qui part sur les traces de son grand-père maternel, dont il sait d'ailleurs juste une chose. Pendant la guerre, il a été forcé de travailler en Allemagne. Et Raphaël, vous avez joint le comédien au téléphone. Oui, mais d'abord, je voudrais préciser une chose. C'est une émission qui a demandé énormément de préparation aux équipes de la production Far West. 8 mois de travail sous la direction du rédacteur en chef Pascal Petit. 8 mois de travail, mais seulement 7 jours de tournage avec Franck Dubosc, qui en plus était super stressé parce qu'en parallèle, il tournait son film Tout le monde debout. Alors je lui ai demandé à Franck Dubosc ce qu'il savait au début de ce tournage. Je ne savais rien de ce qui allait m'arriver, je savais juste que j'allais partir en Allemagne, même ce qui me semblait être une direction, par rapport à ce qu'avait vécu mon grand-père, une direction plutôt évidente. Sinon, non, rien. On ne fait rien. Chaque minute est une vraie découverte. Comment vous l'avez vécu? Mais il faut une énorme confiance en les gens qui font l'émission, qui travaillent sur l'émission. Alors on ne va pas tout raconter car ce serait dommage de spoiler le récit. On va juste dire qu'il y a un moment fou. Franck Dubosc découvre que son grand-père a été forcé de fabriquer des armes pour les nazis. Coup dur pour lui. Écoutez cet extrait. Le petit garçon que j'étais, forcément, aurait préféré qu'il se soit fait blesser par une balle plutôt qu'en fabriquant un des fusils. Je pense que lui aussi.
Et alors toute sa vie, Franck Dubosc a entendu que son grand-père s'était évadé, mais là, dans votre émission Marie Drucker, il découvre une histoire inverse. Pour lui, ce moment était très dur, Raphaël. Il me l'a dit au téléphone, il m'a promis qu'il n'avait jamais pensé à faire arrêter le tournage de l'émission, parce qu'après tout, il aurait pu dire j'en peux plus, j'arrête. Eh bien non, écoutez-le. Tout à coup, c'est toute cette histoire, je me dis, est-ce que j'ai été dupe? Et je n'ai qu'une envie, c'est qu'on le réhabilite, mais les jours passent, les heures passent, et tout est pas contre lui, mais contre tous ces jeunes gens d'ailleurs. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise, il s'est battu, il a combattu ça. J'attends que ça, et je ne sais pas si ça arrive, si ça va arriver, et seuls ceux qui ont fabriqué l'émission le savent. Alors un grand merci à Franck Dubosc d'avoir répondu à nos questions, aux questions de Raphaël. Il y a un happy end. Je dis pas le détail, mais il y a un happy end. Marie Drucker, auriez-vous diffusé sans le happy end? Ah oui, je pense. D'abord, il faut savoir que Franck Dubosc, comme les autres invités, sont très partants. C'est-à-dire que ça correspond. Ils sont pas payés pour le faire. Ça correspond à un vrai désir, une envie, un besoin de connaître ce qu'il y avait avant eux. Non mais supposons qu'il découvre que son grand-père fabriquait des armes pour les nazis et qu'il adhère à l'idéologie. Vous imaginez le défaut dans la cuirasse pour l'image? Mais regardez, Barbara Schulz a pris ce risque. Elle voulait savoir ce que son grand-père allemand avait fait pendant la guerre. Voilà. Donc, ils connaissent la règle du jeu. Et puis surtout, au moment où on avance dans les discussions avec les invités, où on va partir tourner, nous, on sait tout. Nous. Ah. Donc après, on peut un peu orienter. Ils ne savent rien, mais leur dire, voilà, la fin n'est pas celle que vous pouvez imaginer. Bon, pour le moment, ça s'est pas présenté, mais on aurait diffusé quand même, oui. Vous avez signé pour 4 émissions, les 4 ont été diffusées. Qu'est-ce qui va se passer? Vous continuez? Eh bien, j'aimerais bien le savoir, Philippe. On adorerait continuer. Ce qui est très compliqué, c'est que, vous le savez, puisque vous en parlez régulièrement à ce micro d'Europe 1, c'est que les directions d'unité des programmes changent beaucoup à France Télévisions ces dernières années. Donc à chaque fois... Et beaucoup en ce moment. Et beaucoup en ce moment. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que pour un programme comme celui-ci, qui est événementiel, on repart à zéro et on doit attendre les décisions. Mais nous, on est prêts. Ils nous écoutent, ils ont votre portable Marie Drucker. Village Média continue, on se retrouve avec vous, avec Jules et Gédéon Naudet, pour parler d'un documentaire saisissant, juste après une courte pause.